Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour. Il me semble que nous sommes prêts à démarrer la deuxième journée de notre conférence. Je voudrais féliciter toutes les femmes, pas seulement les membres des parlements, toutes les dames qui travaillent au secrétariat dans les cabines d'interprétation à l'occasion de cette journée si importante dédiée aux femmes. Moi aussi, je dédie ce jour qui malheureusement pour elles est un jour de travail pour les féliciter. Également pour le grand nombre dont elles représentent à cette conférence. Maintenant, je donne la parole à mon collègue qui sera le modérateur. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais inviter le chef de la délégation finnoise pour lancer l'invitation pour la suivante conférence interparlementaire. Chers autrement, chers collègues, je voudrais également saluer les femmes, leur souhaiter les meilleurs vœux à l'occasion du Jour international pour les femmes. En tant que chef de la délégation finnoise, je voudrais partager avec vous quelques idées. Comme vous le savez, dans la deuxième moitié de cette année, nous allons organiser la suivante conférence interparlementaire en septembre. À l'occasion de la conférence respective, il y aura des séminaires, des rencontres entre le 4 et le 9 septembre à Helsinki. Les thèmes principaux suivent les thèmes choisis par la présidence roumaine. Là, il y aura une continuation alors de nos discussions interparlementaires. Nous allons nous occuper de la défense, de la dimension de défense européenne. Et nous allons également discuter les politiques de la sécurité. Les Balkans occidentaux, c'est un autre sujet important pour nous tous. En plus, nous allons discuter les relations transatlantiques, les implications des changements récents pour notre politique de sécurité et de défense. Je voudrais remercier la Roumanie pour l'organisation de cette conférence ici à Bucarest. Vous avez un pays merveilleux et vous avez réussi à faire des choses spectaculaires ce dernier temps et nous efforcerons d'être à votre niveau avec l'organisation de la conférence chez nous. Je voudrais vous inviter tous à Helsinki au mois de septembre. Je vous remercie et j'espère vous revoir dans le pays de Père Noël, la Finlande. Merci. Et maintenant, de retour au sujet choisi pour ce matin, le contexte géopolitique a changement ces dernières 10 années. La situation dans la région devenant plus ou moins instable à cause de nouveaux menaces de type hybride et également à cause des défis conventionnels. Dans les États
membres qui restent indépendants sur les décisions concernant la politique de défense, on a constaté que les programmes développés individuellement par les États membres ne répondent pas entièrement aux demandes d'importance critique pour la capacité de défense de l'UE, ce qui a mené à l'apparition d'un déficit de capacité et à l'élaboration de la stratégie générale de l'UE. On a pris en compte l'importance de la coopération entre les États membres dans ce domaine si important de la défense et la sécurité et la meilleure utilisation des outils de l'Agence européenne de défense pour développer les capacités de défense. Même si récemment il y a eu des signaux positifs sur la stabilité et une augmentation des fonds réservés à la défense, et la Roumanie par exemple a réservé 2% du budget, on a besoin de plus d'efforts pour assurer l'efficacité des investissements dans la défense commune. Les perspectives de la défense européenne, étant donné les efforts déroulés au niveau européen pour lancer et mettre en œuvre une initiative dans le domaine de la politique de sécurité et défense commune, crée une image d'une approche consciente et reconnaître le besoin de gérer du point de vue politique une série de mesures urgentes mettant l'accent sur la coopération structurée constante, le processus de révision coordonnée annuelle, CARD, PESCO et EDF représentant des instruments complémentaires qui soutiennent mutuellement les efforts des États membres en vue de consolider les capacités de défense. CARD aide à l'identification des opportunités pour de nouvelles initiatives de coopération et sous l'ombrelle de PESCO, des projets se déroulent, des projets qui répondent aux priorités identifiées par les États membres de l'UE étant donné les résultats du CARD. Les projets éligibles pourraient bénéficier également d'un financement par le biais des EDF. Le Fonds européen de défense a l'intention de devenir un instrument pour promouvoir la compétitivité et la capacité d'innovation de la base industrielle et technologique européenne de défense. Sans insister trop sur ce sujet, qui sera certainement traité d'une manière complexe par les experts invités, permettez-moi de donner la parole maintenant à M. Mihnea Motok, diplômé de carrière, ancien ministre de la Défense et couramment directeur adjoint, chef adjoint du Centre européen de stratégie politique à la Commission européenne. Merci pour vos gentils mots d'introduction. Soyez les bienvenus à cette deuxième journée de la conférence. Pour moi, c'est un honneur de dire que nous sommes tous encouragés par la présence de tous les experts. C'est un jour spécial pour nous tous. J'ai accepté avec plaisir ce rôle de modérateur dans la première partie de ce deuxième jour de la conférence. Conférence organisée par notre pays, mais également parce que la politique de défense, les initiatives sont parmi les plus importantes et méritent d'être discutées aujourd'hui également. EDF, le Fonds européen pour la défense, est un nouveau instrument et CARD, la surveillance annuelle régulière, nous donne la possibilité de nous baser sur ces deux
piliers. Déjà, nous l'avons fait ces dernières 3 années. Et à la base de ces initiatives, il me semble que en approchant les sujets d'une façon pratique, pragmatique et inclusive, nous avons l'occasion alors de mieux développer la politique de défense de l'UE. Et d'une façon plus ou moins simplifiée, car nous donne la possibilité de passer en revue ce qu'on a déjà réalisé et la possibilité également d'identifier de nouvelles modalités de coopération. Le PESCO est un véhicule pour développer les politiques de défense et de sécurité. Et dans une concise description, l'EDF, ce fonds, à la fin de ce processus, nous offre les ressources nécessaires pour les projets y inclus dans le domaine de la recherche et le développement. Il me semble que nous avons la chance extraordinaire ce matin d'avoir des invités et des conférenciers qui sont vraiment des experts dans ces domaines que je viens de mentionner. Et je voudrais vous dire que j'invite maintenant les conférenciers de nous partager leurs idées dans 8 ou un maximum de 10 minutes. Et puis, cela nous permettra d'avoir environ 30 minutes de questions et de réponses. Et à la fin, je vais inviter les conférenciers de nous partager leurs conclusions à cette 3e session. Et c'est vraiment maintenant un honneur pour moi d'inviter M. Georges Domecq, le directeur général de l'Agence européenne de défense. Vous avez beaucoup d'amis ici en Roumanie. Je me compte parmi ces amis. Nous sommes vraiment enchantés de vous voir ici à Bucarest. L'Agence européenne, vous la gérez depuis 2015. Vos qualités de leader ont été reflétées dans le développement de diverses politiques européennes. Et l'agence, sous sa coordination, a participé à toutes les initiatives importantes, y inclut le premier test pour CARD et offrant un appui pour le développement de la recherche dans le domaine de la défense. Alors, c'est vraiment une occasion excellente d'écouter M. Domecq exprimant ses idées. Bonjour, chers collègues des parlements nationaux et du Parlement européen. Cher Monsieur Motok, je voudrais remercier en début de mon intervention le Parlement roumain pour la conférence et pour l'occasion qui m'a été donnée de m'adresser à vous. CARD, PESCO, EDF sont parmi les sujets les plus importants de la conférence, étant donné le rôle important qui sera joué par ces outils à l'avenir. Le triangle est bien formulé et soutient les liens importants entre ces 3 initiatives. Je voudrais vous offrir
une image d'ensemble étant donné le rôle de l'Agence européenne dans les droits. Et je vais me concentrer sur la cohérence de ces trois initiatives. Permettez-moi de revenir au printemps de 2017. C'était la plus récente occasion de participer à une conférence à Valletta organisée par le Parlement de Malte. Il y a seulement 2 années, voilà, nous avions une vision générale de la stratégie et des directions qui devront être prises par la sécurité et la défense européenne à la base du principe de l'UE en tant qu'offrant de sécurité et assurant la sécurité du territoire de l'UE. Et bien sûr, l'idée était à l'occasion de développer un groupe de politiques, mais à ce moment-là, c'était seulement des mots mis sur papier. Il n'y avait pas encore des initiatives de développement de divers programmes et stratégies. 3 initiatives clés, CARD, PESCO, EDF, ont été lancées en 2017 et maintenant elles ont pris la forme que nous avons à présent. Les priorités ont été révisées et développées à une vitesse surprenante par les pays membres qui ont décidé de contribuer et de soutenir ce paquet complet de stratégies et d'initiatives. Et cela m'amène à la discussion de ce point où nous nous trouvons à présent, le printemps de 2019, l'année de la mise en œuvre du paquet complet. Et maintenant, nous avons ce centre, cet ensemble de projets qui nous offre la possibilité de consolider les instruments qui existent, renforcer ces instruments et les absorber dans les programmes nationaux de défense. Cela demande un changement de la façon de penser et d'approche des États membres. N'oublions que les parlements nationaux sont élus directement dans le vote universel et cela signifie l'illustration parfaite de la démocratie et de la décision prise par tous les électeurs. CSDP déroule les missions les plus difficiles et dans la stratégie globale de l'UE et dans nos plans nationaux, les opérations CSDP représentent une approche directe et la revision des priorités des capacités européennes nous montre ce que nous devons renforcer à l'avenir. Les priorités de développer et de consolider les capacités doivent illustrer une cohésion, comme je vous disais il y a quelques minutes. Chaque État doit reviser, doit avancer des propositions de nouvelles idées pour contribuer au programme général de défense de l'UE. Les 3 initiatives se basent sur ces priorités qui assurent une cohérence à la capacité de défense. Nous devons également être cohérents avec le processus de planification de l'OTAN parce que les forces doivent être les mêmes pour les 21 membres. Et la revue annuelle
la révision annuelle a l'intention de vérifier la mise en œuvre de nos priorités. Nous offrons une image d'ensemble de ce qui a été déjà achevé. Et c'est la possibilité d'identifier de nouvelles possibilités de collaboration au sein de PESCO. Pour la première fois, l'EDE, par des consultations bilatérales pendant l'année passée, a obtenu de l'information solide de la part des États membres. Quelles sont leurs intentions de dépenses, les budgets réservés à la défense, pour identifier également quels sont les points faibles et corriger ces points et pour une future coopération. Nous avons déjà rédigé le rapport qui a été accepté et approuvé par les ministres de Défense. Il y a plein d'occasions qui ont été identifiées, comme par exemple la défense aérienne, les véhicules blindés, les hélicoptères, l'aide et le soutien médical et les communications informatiques. Le cycle de mise en œuvre commencera et les exercices militaires commenceront cet automne. Les projets PESCO continueront. Alors, PESCO nous offre la possibilité d'identifier comment mieux avancer à l'avenir pour développer nos relations d'une façon collaborative. Jusqu'à présent, 34 projets ont été approuvés au sein de PESCO. Et il y a encore 70 projets qui seront discutés et approuvés jusqu'au printemps futur. Le PESCO signifie la mise en œuvre des projets dont on a besoin, pas des projets qui offrent seulement une image intéressante. Au sein de l'OTAN également, ces outils sont importants également pour les politiques des États membres. Les États membres ont déjà décidé de corriger les points faibles. Ces projets représentent pour l'Europe une possibilité de consolider les bases de la défense. Les projets développés au sein de PESCO jusqu'à présent, nous voyons bien que les projets se basent sur les besoins identifiés comme par exemple les véhicules de lutte sur le terrain et ensemble avec les spécialistes, on fait une évaluation des projets pour les mettre à jour. Le secrétariat évaluera également les progrès jusqu'à présent. Quand on parle du PESCO, et faisons référence au projet concret, nous devons faire mention de la nature obligatoire, c'est-à-dire 25 de nos États membres se sont engagés à investir ensemble, à opérer ensemble et à développer des capacités ensemble. Cela signifie une convergence et une intégration à long terme. La nature obligatoire fait la différence entre la PESCO et tous les autres cadres de défense jusqu'à présent. Et la troisième dimension, c'est le Fonds européen de défense qui assure les ressources nécessaires pour les projets et ayant cette valeur ajoutée de se dérouler au sein du PESCO. La Commission a mis de côté 190 millions d'euros pour la défense et pour le développement de l'industrie de défense européenne. Le Parlement européen a également joué son rôle dans la sous-commission de spécialité
quand il a déjà discuté et approuvé les projets auparavant. En EDEP, on assure la recommandation des projets qui mènent à l'action de préparation, la structure des informations dont on a besoin pour avoir des progrès à l'avenir également. Nous avons cet instrument de mise en œuvre et cela assure que les résultats de la recherche vont vers des projets concrets et les activités concrètes de défense. Par exemple, le projet pilote EUROS-1 qui a été financé par le biais du projet pilote a préparé déjà la description générale pour les projets à l'avenir et tous les États membres ont exprimé leurs intérêts à participer et à réserver le budget nécessaire. Il y a également le projet de démonstration d'un projet commun aérien et maritime pour 2020. Le Fonds européen de défense jouera d'un budget de 13 milliards de dollars. Cela fera l'UE le 4e investisseur de marque. Tout comme le cas de PESCO, la possibilité de réaction directe et pratique doit être assurée. L'EDF ne doit pas devenir une forme de subvention industrielle. Ce fonds sera essentiel pour prendre en compte les leçons apprises pour éviter une répétition, une duplication des ressources et des projets dans ce secteur. Et maintenant, je vais vous parler des initiatives à l'avenir. Réunis, toutes ces initiatives de CARD, PESCO et EDF essaient d'établir un cadre cohérent pour la défense en prenant en compte les besoins de sécurité et défense commune et celles des nations en coopération étroite avec la Commission européenne. L'Union européenne va redémarrer le comité militaire, le service d'action extérieure, qui vont jouer un rôle clé pour la mise en œuvre des 3 initiatives et pour assurer la cohérence et qu'il n'y ait pas de doublement d'efforts. Une partie des secrétariats des institutions sont chargés de la mise en œuvre des activités préparatoires et pour tout ce qui touche au programme EDF, n'oublions pas l'instrument qui établit les priorités de base pour lesquelles il y a cette évolution que je viens de mentionner. Le haut représentant et vice-président de la Commission européenne a eu la mission confiée par la Commission de déposer un rapport jusqu'à la fin de l'année sur la cohérence des initiatives de la défense, tout en y incluant une évaluation du soutien offert par les États membres. C'est la seule voie de s'assurer que tous les acteurs du processus, dont je viens de mentionner les noms, le comité militaire, la Commission, l'Agence de défense européenne, regardent ensemble vers la même direction et que tout le monde agit sur la même tonalité. C'est de cette seule manière que les capitaux seront mieux coordonnés qu'avant et cela se fera du point de vue législatif aussi. En concluant, permettez-moi de souligner encore une fois le besoin de souligner nos engagements, le processus consolidé et le lien entre les initiatives. CARD, PESCO et le Fonds de défense européen représentent autant d'initiatives qui stimuleront les capacités des États membres et le développement de technologies.
Il nous faut transformer l'Union européenne en un fournisseur de sécurité capable pour les citoyens de l'UE au sein de l'Union européenne. Et si ces forces sont réunies, cela peut être transposé en réalité grâce également à la coopération militaire des États membres. Merci beaucoup. En effet, nous attendions des contributions très riches de votre part. Ce qui compte pour toutes les institutions européennes, c'est également les points de vue des États membres. Et sans le soutien et l'implication active des États membres, il n'y aurait pas d'évolution pour la défense européenne. Donc il est important de connaître les points de vue des États membres sur les évolutions jusqu'à présent, et également leurs attentes et idées sur la manière de continuer. Je ne crois pas qu'il y ait de meilleures personnes qui puissent en parler au nom de la Roumanie et de la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne que le secrétaire d'État Andrei Ignat, qui conduit le département de l'armement du ministère de la Défense nationale de la Roumanie. Je vous invite, Monsieur le secrétaire d'État, de prendre la parole. Je voudrais délivrer ma présentation en roumain. Tout d'abord, les meilleurs vœux pour toutes les femmes, les demoiselles et les dames de la salle et pour un beau printemps. Pour ce qui concerne le Fonds européen de défense, je dirais que le besoin a été ressenti à cause de l'instabilité géopolitique, des menaces et cyberattaques qui dépassent autant les frontières de l'Union européenne que bien sûr les frontières nationales. De la sorte, le Fonds européen de défense s'est posé comme la réponse pour l'autonomie stratégique d'Europe qui contribue à la défense des citoyens. Ce fonds va promouvoir la coopération entre les États membres pour produire des technologies et équipements de défense interopérables. Le plan européen d'action pour la défense, adopté le 30 novembre 2016, a permis à la Commission européenne de s'engager, de compléter et consolider les efforts de coopération des États membres avec l'objectif de développer les capacités technologiques et industrielles de défense pour répondre aux défis et menaces contre la sécurité européenne et pour promouvoir un environnement compétitif pour l'industrie européenne de défense. Cela représentera une bonne réponse. Le lancement de ce fonds soutiendra les investissements pour la recherche et le développement des produits et technologies du domaine de la défense et va promouvoir l'achat en commun et l'entretien des équipements de défense par les États membres. Ce fonds viendra ainsi compléter les fonds nationaux déjà utilisés à cette fin pour stimuler une base industrielle compétitive et innovante à l'échelle de l'Europe. Je voudrais également mettre en évidence le fait que la Roumanie convient à allouer 2% du PIB pour le domaine de la défense pour la deuxième année de suite, en promouvant ainsi ses intérêts pour l'industrie de défense et les intérêts nationaux. Les objectifs du fonds EDF seront présentés en quelques mots. Il s'agit de stimuler les investissements des PME, des entreprises nouvellement fondées, à capitalisation moyenne et d'autres fournisseurs de l'industrie de défense. Cela servira de catalyseur pour une base scientifique et industrielle compétitive qui pourra répondre aux besoins de l'Union européenne par le biais de technologies et équipements interopérables qui représentent les dernières évolutions technologiques. La mise en commun des ressources permettra aux États membres d'avoir de meilleurs résultats
grâce au développement des technologies et équipements qui ne sauraient l'être de manière indépendante au sein de chaque État membre. L'EDF soutiendra la coopération des consortia des États membres durant tout le cycle de vie industriel pour ces produits et technologies du domaine de la défense, en assurant ainsi d'éviter un risque de manque de financement en permettant le développement et la mise en valeur des résultats de la recherche et de l'innovation. De la sorte, le Fonds européen de défense inclut deux fenêtres, deux volets complémentaires. Un volet de recherche pour financer la recherche en coopération pour des technologies innovantes pour la défense et des outils électroniques, des logiciels cryptés et de la robotique. D'ailleurs, la Commission a estimé une allocation budgétaire de 4,1 milliards d'euros pour la période 2021-2027. L'autre volet de développement des capacités agirait en tant qu'instrument financier en facilitant la participation des États membres pour l'achat en commun de certains actifs, ce qui les aiderait à réduire les coûts qui reviendraient à chaque État membre. EDF devrait être capable de mobiliser quelques 13 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Je voudrais également mettre en évidence le développement d'un dialogue politique conduit par la Roumanie au sein de la présidence par rotation du Conseil de l'Union européenne. Le dossier législatif concernant EDF a supposé des efforts soutenus de la part de l'équipe de la présidence. C'est pourquoi le ministère de la Défense, avec ses 4 représentants, a également contribué à ces efforts tout en soutenant de manière constante les travaux de ces entités. On a participé à toutes les réunions. Il s'agit de 11 activités. Et à partir de l'automne 2018, notre équipe a participé à des activités informelles avec les représentants des États membres, des États tiers, le Parlement européen et des organisations des employeurs et même des compagnies de l'industrie de défense, dont je citerai ASD, AmCham et Airbus Helicopters. Entre le 4 janvier et le 22 février, il y a eu 3 réunions de trialogue politique, dont les 2 premières n'ont pas mené à des résultats favorables, puisqu'un grand pourcentage d'articles, un grand nombre d'articles a créé des divergences de vues avec le Parlement européen. Tout de même, le 19 février, l'équipe de la présidence roumaine, sous la direction de Madame l'ambassadeur, le ministre Odobescu, a pu obtenir l'accord politique avec le Parlement européen sur le dossier EDF. De la sorte, grâce à un marathon de plus de 9 heures, un accord partiel provisoire, Common Understanding, a été atteint qui couvre de manière intégrale les prévisions, les stipulations du dossier, tandis que d'autres éléments restent sur lesquels ultérieurement les États conviendront. L'ambition concernant ce dossier législatif nous a donc permis d'obtenir cet accord partiel provisoire dont le résultat a été accepté à l'unanimité par les États membres. Les perspectives de l'implication nationale dans l'EDF me permettront de dire que la Roumanie contribue à maintenir la sécurité collective autant au sein de l'OTAN qu'au sein de l'Union européenne. Ces dernières années, notre pays a consolidé sa crédibilité stratégique et institutionnelle en participant à et conduisant des exercices à l'échelle régionale, européenne et de l'OTAN. La Roumanie participe également à des projets de recherche et développement et d'innovation à l'échelle de l'OTAN et de l'Union européenne. Je vous citerai l'efficacité énergétique, la cybersécurité, les projets satellitaires avec l'agence ROSA et le cadre bactériologique, radiologique et nucléaire. Pour développer un plan d'action cohérent sous EDF, quelques étapes stratégiques doivent être suivies.
Il s'agit d'identifier les risques et vulnérabilités sur le plan interne d'un côté, régional de l'autre, qui risquent d'avoir un effet négatif sur la sécurité de la Roumanie ou des États membres à l'échelle régionale. L'identification des demandes d'opération des forces du système national de défense, l'identification d'opportunités de création de nouvelles capacités militaires en lien direct avec les demandes d'opération ou bien le besoin d'interopération et des progressions technologiques enregistrées par les États membres. Dès lors, il est vital de créer un cadre législatif national et d'inclure cette démarche dans la stratégie nationale de défense pour la période suivante. En grande ligne, pour pouvoir participer à des consortia de recherche et développement, l'autorité nationale qui va mettre en œuvre l'EDF devra organiser un groupe de travail stratégique pour identifier les domaines d'intérêt. Le ministère de la Défense d'un côté et les forces nationales de la défense y seront partie prenante. Les bénéficiaires de l'EDF devront être identifiés. Des groupes de travail au sein du ministère de la Défense, le ministère de l'Économie, Romarm, Patromil, le ministère de la Recherche et de l'Innovation en seront partis aussi. De la même manière, il nous faut parvenir aux performances standards qui sont nécessaires pour l'interopérabilité envers les autres États membres. Le contexte actuel justifie le développement des projets de recherche, développement et innovation communs pour l'industrie de défense avec les autres États membres de l'UE, tout en mettant en valeur les occasions de coopération multinationale sur tous ces plans. La mise en œuvre de réglementation EDF dans la période 2021-2027 d'un côté et la participation à des appels et des compétitions de l'autre nous ont permis d'identifier quelques étapes. Les activités de consultation, de commande et contrôle qui devront être déroulées au sein du département d'armement, les activités préparatoires et de démarrage de la création d'un cadre législatif favorable, de l'infrastructure et des ressources nécessaires pour un déroulement optimal du programme, qu'il s'agisse de ressources humaines ou de ressources matérielles. Le lancement de l'appel d'offres ou l'appel à compétition, l'invitation à compétition. Certaines entités nationales sont éligibles et possèdent d'ores et déjà les ressources pour participer à EDF, offrir la protection et le soutien et informer sur les résultats obtenus après la promotion de ces étapes que je viens de mentionner. Je voudrais également citer le fait que le département de l'armement du ministère de la Défense regroupe des entités de recherche et développement reconnues à l'échelle nationale et internationale grâce aux résultats obtenus dans des projets de développement de divers domaines. Permettez-moi de citer l'Académie technique militaire Ferdinand Ier, l'Agence de recherche pour la technique et les technologies militaires, ou bien l'Institut national de recherche et développement médico-militaire Cantacuzino. Ces institutions sont riches de leurs expériences pour la recherche et le développement de produits pour la défense à plusieurs titres. Par exemple, l'espace, les capacités des forces terrestres, aériennes et navales, la cyberdéfense, la technologie de l'information, les capacités pour prévenir les désastres et intervention en cas de désastre, les capacités pour des interventions médicales, pandémies, attaques biologiques, les capacités pour contrecarrer les menaces hybrides, y compris les menaces psychologiques, les capacités pour la protection des militaires de tous armes et la protection de l'environnement. En outre, l'expérience de ces institutions peut contribuer à un bon espace de participation au sein d'EDF grâce au partenariat développé jusqu'à présent au sein de l'OTAN d'un côté et l'UE de l'autre. Les institutions que je viens de citer contribueront par leur propre structure aux démarches des États membres intéressés par le développement de projets communs. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État, de nous avoir offert la perspective roumaine du développement pour la défense européenne. Et je voudrais en effet, moi aussi, confirmer les recommandations pour les réussites, les objectifs pour le cadre financier suivant et penser à ces réussites remarquables. Et maintenant, je regarde le dernier intervenant qui est le chef de la division, expert principal en matière de politique de défense au sein du service européen pour l'action extérieure. Et je suis sûr que M. Molinard va nous présenter sa vision unique sur ces éléments du service européen de l'action extérieure sur ce thème-là. Merci. Merci. Je voudrais remercier la présidence roumaine pour le choix de ce sujet, les initiatives adoptées ces dernières années. C'est un sujet de grande actualité, cette invitation de réfléchir sur ce qui s'est déjà déroulé, ce qui va se dérouler. Revenons au mois de juin 2016, quand la stratégie commune a été publiée. C'était des moments difficiles pour l'UE. Et on a parlé dans la stratégie respective des menaces existentielles. C'était à cause de ce qui s'est passé au Royaume-Uni dans le contexte de sécurité d'ensemble en Europe. Il y avait un sentiment d'urgence et de pression qui a demandé la mise en œuvre de plusieurs innovations, entre autres déplacer les débats vers des aspects de défense plus généraux. Novembre 2016, le contexte est devenu plus général. Et le problème essentiel pour les innovations était cet élément de coopération entre les États membres, entre les institutions, coopération transfrontalière pour assurer plus de capacité à l'avenir. Il y avait des éléments structurels, entre autres la fragmentation, les investissements étant faits à niveau national plutôt qu'à niveau européen, qui subminaient les performances. C'était également un problème pour l'OTAN et pour les États membres de l'UE également. C'est le point de début. Et au fil du temps, on a introduit plein de changements mis au point avec les États membres, avec les institutions, et on a introduit de nouveaux instruments innovatifs dans le sens que les États participants ont signé des documents plus obligatoires, 20 d'entre eux, et cela est maintenant mis en œuvre. La révision annuelle est une innovation qui crée un lien plus fort entre le niveau européen et le niveau national et l'interaction entre les deux niveaux et les accords, très importants. Et finalement, l'EDF, très innovatif dans le sens qu'il utilise le budget européen également pour offrir un soutien, un appui financier. Et nous avons vraiment marqué un début pratique. Et un autre commentaire sur ce point, nous assurons de cette façon cohérence et travail ensemble avec l'OTAN pour éviter la duplication. Et nous avons également un calendrier plus ou moins en collaboration.
calendrier qui peut être respecté à niveau national également. Il ne s'agit plus d'une compétition, mais d'une complémentarité. Et maintenant, la coopération se manifeste sous la forme de 2 déclarations signées par les facteurs intéressés ces dernières années. Et bien sûr, les États membres doivent assumer plus de responsabilités pour leur propre défense. Cet effort a démarré en 2016. Les États membres eux-mêmes doivent être plus capables de se défendre, ce qui est bien sûr possible puisque la coopération européenne est renforcée et sera renforcée également. Jorge et les autres intervenants ont expliqué déjà les différences entre les différentes initiatives. Vous les connaissez déjà, les mécanismes, la liste de priorités, et finissant avec la coopération proprement parlant. Et alors, je ne vais plus entrer dans les détails. C'est une discussion qui se déroule constamment à Bruxelles. On doit respecter les différentes règles et réglementations, mais comme on a déjà souligné, les traités jouent un rôle clé dans le développement d'une politique pour les affaires internationales. Madame Mogherini nous aide beaucoup pour développer les différents piliers pour renforcer les bons résultats des activités des institutions, pour la cohérence des différentes initiatives. Revenons à PESCO, cette politique qui est un instrument essentiel dans ce contexte. Il ne s'agit pas seulement d'un développement des capacités, mais de faire les capacités disponibles pour les différents exercices. C'est un trimestre essentiel pour nous parce que les États membres participent suite à des plans de mise en œuvre. Et puis, il y aura un rapport transmis au Conseil de l'Union. Il y aura une évaluation conséquemment. Revenons aux acteurs. Il y a une série d'éléments de connexion. Il y a une invitation toujours ouverte pour les États membres de participer de plus à toutes les initiatives et projets. Il y a une liste de priorités. Et il y a un bonus au sein de PESCO dans le sens qu'il y aura un cofinancement de la part du budget européen. Il y a participation transversale également entre les agences. Au sein du comité EDF, il y a le rôle d'observateur qui a été introduit et les services de la Commission peuvent être invités à prendre part au projet de PESCO en fonction de la nature individuelle des projets. Mais c'est un signe clair de la volonté de la Commission et de l'UE de développer la synergie entre les différents projets. Ce que nous avons à présent, quel sera l'avenir? C'est un débat toujours de nature politique. Nous devons mettre en œuvre, nous devons consolider, nous devons mettre au point, mais nous devons également réfléchir sur ce que nous voulons notre maison commune devenir. Comment les initiatives différentes peuvent être utilisées d'une façon cohérente pour atteindre les résultats, pour obtenir les résultats désirés dans la politique commune de défense. Pour moi, un élément clé
Et le fait que nous avons des initiatives, des processus, des plateformes, l'élément clé maintenant est la mise en œuvre et le rôle essentiel revient aux États membres. Les États membres doivent adopter un cadre de déroulement européen et au sein de l'OTAN. Et pour avancer à l'avenir, nous devons continuer les discussions sur l'équilibre entre les initiatives, les projets de collaboration entre les États membres dans le contexte de la PESCO et de l'EDF. Et peut-être nous pouvons également avancer vers une approche de haut en bas pour identifier de plus en plus les besoins européens. Et comment est-ce qu'on arrive à ce point d'équilibre en accordant priorité aux besoins européens? Nous avons maintenant tous les instruments nécessaires pour nous assurer que nous construisons ensemble les capacités européennes, pas seulement ce dont les pays ont besoin, les États membres, et également ce dont l'Europe a besoin dans son ensemble. À la fin, je voudrais souligner encore une fois le rôle essentiel joué par les parlements nationaux dans le contexte national. Encouragez vos gouvernements à expliquer que la coopération est essentielle dans le développement des équipements de défense commune. C'est un point essentiel dans ce contexte pour nous assurer que les États membres utilisent les instruments disponibles au niveau européen pour encourager la coopération sur le plan de la défense. Je vous remercie. Merci Arnaud pour cette image d'ensemble que vous nous avez fait offert. Et avant que je donne la parole aux participants pour les questions et les commentaires, je voudrais remercier les conférenciers pour avoir introduit toute cette longue liste d'idées importantes. Je suis sûre qu'il y aura des questions et des commentaires et je compte sur vous pour faire ces commentaires. Et, maintenant, je vous invite tous, quand vous parlez, à nous dire 2 mots sur votre affiliation politique. Et si possible, dites-nous directement la question que vous posez s'adresse à qui. Et s'il vous plaît, assurez-vous que vous ne dépassez pas 2 minutes pour avoir la possibilité de donner la parole à tous qui veulent contribuer à ces débats autour du sujet choisi pour ce matin. Et maintenant, je vais prendre 3 questions à tour de rôle, puis les réponses. Monsieur Tobias Flüger de l'Allemagne, s'il vous plaît. Je vais vous adresser la parole en allemand. Je suis bien heureux d'avoir arrivé à ce point de discuter très directement d'une approche très pratique les divers aspects de la politique de sécurité et de défense. J'exprime mon regret que Mme Mogherini n'a pas pu nous répondre aux questions parce qu'il me semble que c'est un point essentiel de cette assemblée interparlementaire ou conférence interparlementaire. On a parlé des différents instruments de la politique commune. L'un de ces instruments est l'EDF. Il y a eu des résultats entièrement nouveaux suite au trialogue.
d'être arrivé à ce point d'un accord partiel avec le Parlement et la Commission. Et ma question est pratiquement qu'est-ce qu'on a obtenu, qu'est-ce qu'on a réussi suite au trialogue. Le Fonds européen, son existence n'est pas seulement une illustration de la coopération dans le domaine de l'industrie. L'article 41.2 porte sur la défense et cela interdit que le budget européen soit utilisé pour la défense. Et nous avons demandé l'opinion d'un expert. Professeur Carloul a dit clairement que le financement, que les ressources ne peuvent pas être assurées du budget européen parce que cela est une violation du traité européen. Est-ce que vous connaissez cette opinion exprimée par un expert? Vous connaissez cet article du traité européen? Alors, la question, comme vous voyez, est très directe. Comment interprétez-vous le contrôle exercé par le Parlement européen sur les dépenses? Parce que nous avons maintenant un fonds pour la défense et la sécurité au niveau des parlements individuels ou nationaux, mais nous n'avons pas reçu suffisamment d'informations en dépit de tous les efforts. Nous avons des moyens. Dans le Bundestag allemand, nous avons la possibilité d'exercer un contrôle, mais comment peut-on assurer un contrôle de la part du Parlement européen? Merci. Et maintenant, Monsieur Sven Koopmans des Pays-Bas. Merci. J'ai une question pour Monsieur Ignat et pour Monsieur Domecq. Je répète ma question adressée hier. Les menaces. Les préoccupations concernant la cybersécurité et la guerre informatique. Nous n'avons pas seulement de menaces, mais nous avons également de nouvelles armes, les drones, qui sont un type nouveau de menace. Vous connaissez qu'il y a maintenant des drones de cette dimension, les dimensions de mon portable. Des milliers de pareils drones peuvent opérer même à l'intérieur de cette salle de conférence et peuvent être utilisées pas seulement par les États amis, mais par les groupes terroristes également. On parle d'un nouveau type de guerre. Nous devons protéger nos citoyens. Nous avons besoin d'une stratégie, d'une capacité de nous défendre contre de pareilles menaces. Et je me demande si nos conférenciers peuvent nous dire plus sur nos possibilités de nous défendre. Et nous, en tant que membres du Parlement, comment pouvons-nous défendre nos citoyens d'une meilleure façon? Et maintenant, Monsieur Sigurd Bjørnstordir de l'Islande. Madame Sigurd Bjørnstordir. Merci, vous avez très bien prononcé mon nom. Je voudrais remercier les organisateurs pour leur hospitalité ici à Bucarest. Merci aux conférenciers pour les idées exprimées. J'ai un commentaire et une question. Je voudrais remarquer l'absence des conférencières hier et également aujourd'hui, le jour même des femmes.
je voudrais vous parler un peu de la stratégie européenne qui souligne la participation des femmes dans les débats de politique de sécurité et de défense. Nous devrions le faire à la maison également. Ce n'est pas une critique à la conférence, mais une remarque sur l'équilibre de la représentation égale des deux sexes. Merci. Maintenant, je me tourne vers Monsieur Joël Guerriot from la France. Merci, Monsieur le modérateur. Tout d'abord, je souhaite affirmer que je m'exprime au nom de la délégation française qui s'appuie sur toutes les sensibilités politiques de notre pays. La politique de sécurité et de défense commune a connu des grandes avancées dans le domaine capacitaire au cours des 3 dernières années. L'Europe de la défense prend forme. Quand la première vague des projets de la coopération structurée permanente a été lancée il y a plus d'1 an, on sentait flotter un certain scepticisme sur notre capacité à enclencher ce mouvement. Aujourd'hui, on peut se réjouir de constater que les travaux avancent, que 34 projets sont en cours et que d'autres viendront cette année. Nous souhaitons faire attirer votre attention sur le fait qu'il faut également être vigilant à ne pas disperser nos efforts qui rendraient les choses peu lisibles. Et la revue annuelle coordonnée doit nous permettre d'assurer l'efficacité de notre dispositif. Nous pouvons aussi nous féliciter de l'avancée des discussions sur le Fonds européen de la défense. Pour autant, il me paraît important de rester vigilant quant à la gouvernance du dispositif et aux montants qui seront négociés dans le cadre prochain financier pluriannuel. Mais il s'agit ici d'une avancée majeure, puisque pour la première fois, l'Union européenne accepte d'investir directement dans la défense. Il est prévu qu'on s'appuiera sur un tissu industriel européen. C'est une bonne chose et nous souhaitons être là également extrêmement vigilants pour qu'il en soit ainsi. Par ailleurs, l'Alliance Atlantique reste l'élément essentiel de notre architecture de sécurité collective. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté ni aucune incompréhension sur ce point. Il est important de renforcer le pilier européen de l'Alliance et c'est là dans l'intérêt de tous. Enfin, la défense européenne, c'est aussi un ensemble de coopérations bilatérales qui existent, qui sont assez nombreuses et fructueuses. Et par exemple, nous sommes attachés à ce que nous puissions maintenir des coopérations avec le Royaume-Uni, quelle que soit l'issue du Brexit. Donc voilà ma question qui s'adresse à Monsieur le Directeur général de l'Agence européenne de défense. Comment, selon vous, va s'articuler ces 3 dimensions? D'une part, la dimension européenne, d'autre part, la dimension OTAN, et puis enfin, les accords bilatéraux de défense que nous pouvons engager par ailleurs. Voilà donc ma question. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Thank you very much for these questions. We already... Merci beaucoup de ces questions. Clairement, il s'agit de beaucoup de points politiques importants qui viennent d'être présentés et des questions qui posent des défis. Alors, je demanderai aux intervenants de prendre la parole, d'en parler. Je crois que la question du contrôle parlementaire sur le Fonds européen de la défense représente quelque chose d'important, tout comme le risque de l'accès potentiel illégal aux drones qui peuvent tuer ou à toutes sortes de machines sont des questions pour le secrétaire d'État, mais les autres intervenants peuvent répondre à ces questions. Vous avez la parole. Merci de vos questions, tout d'abord. En ce qui concerne la réponse à la première question, je voudrais répondre en roumain. Je pense au trialogue et vous avez posé la question sur les éléments concrets au sein de ce trialogue. C'est le fait que nous avons pu atteindre un consensus, ce qui est fort important vu que après 6 mois où la délégation de l'Autriche avait géré ce dossier et avait porté beaucoup de négociations, nous avons pu finalement atteindre un point de consensus à propos de ce dossier.
En effet, il nous faut nous concentrer sur la mise en œuvre des standards communs, sur les synergies entre les États qui veulent développer des capacités communes et même faire très attention à la perspective de traiter avec priorité soit les menaces nationales, soit celles régionales, ou bien les menaces européennes et avoir une approche de haut en bas. Alors, tel est le défi que nous devons relever. C'est pourquoi il est nécessaire de voir s'associer au moins 3 États membres pour que des menaces soient identifiées, tout de même, et de même des besoins d'opérations communes et les modalités de lutter contre ces menaces communes, soit-elles à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle régionale ou bien à l'échelle nationale. C'était la réponse à la première question. Pour ce qui est de la deuxième question, vous voudrez avoir un conseil sur ce que les parlementaires doivent faire au cas des menaces cybersécuritaires, de guerre hybride, drones, robots dangereux ou tueurs, et ainsi de suite. Il y a de telles menaces, en effet. Nous en sommes tous conscients. Le fonds EDF, je crois, vise exactement à trouver des solutions communes, des partenariats entre les États membres pour identifier exactement ces menaces, qui en sont les coordonnateurs et comment les combattre. Sans vouloir donner des leçons à qui que ce soit, je voudrais dire que les experts de chaque pays sont dans la meilleure position pour bien identifier les menaces. C'est d'ailleurs la raison de nos rencontres. Et c'est les mêmes experts qui peuvent proposer un cours d'action commun. Nous ne nous proposons pas de redoubler d'efforts avec l'OTAN, mais par le biais de ces instruments et ces moyens, l'Union européenne se propose exactement de combattre toute cette palette de menaces, qu'elles soient de cybersécurité, de guerre hybride et ainsi de suite. Si vous continuez à si vous restez en bonne relation, en bon lien avec les experts des États membres d'un côté et la Commission européenne de l'autre, vous aurez des réponses à ces questions après approbation par le Parlement européen du Fonds européen de la défense. Merci. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Je dois aider sur la question du contrôle parlementaire national sur le Fonds européen de la défense, le fait que et la Commission et d'autres institutions européennes, à ce que je sache, font de leur mieux pour pour entrer en relation avec le côté exécutif, avec le Parlement. Peut-être ce n'est pas assez quand même. Tout de même, nous sommes prêts à y remédier. Après avoir établi le nouveau cadre financier multiannuel, et après qu'il y ait le Fonds européen de défense plus grand, il y aura la même transparence et nous continuerons à mettre en œuvre cette procédure de double comitologie, à savoir les États membres pourront jouer, un État membre pour à la fois définir et surveiller les priorités et bien sûr les gouvernements aussi continueront à travailler sous le suivi exercé par les parlements des États membres. En effet, on pourrait faire plus. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui voudraient répondre aux critiques portant sur la composition de genre de cette session? Ce n'est pas notre faute, mais on doit reconnaître une responsabilité au moins durant cette journée, ou surtout pour cette journée. Je ne sais pas si vous voulez répondre, prendre la responsabilité, faites-le si vous en voulez. Et je demande également à Georges Domecq de répondre à ce qui a été dit sur la coopération entre l'UE et l'OTAN
Pour la conduite de cette initiative de défense européenne, et parler de ce que M. Guerriero a dit, le fait que la coopération bilatérale ou plurilatérale, multilatérale entre les États membres y joue un rôle. Just a moment on the gender issue. If it would have been my predecessor was Je vous remercie. En effet, pour ce qui est de la représentation paritaire de genre, je peux vous dire que mon prédécesseur, c'était une femme. Nous tenons aux femmes, nous les apprécions beaucoup, mais comme c'est une agence avec un côté militaire assez fort, nous représentons également, dans une certaine mesure, la féminisation, le taux de féminisation des forces armées des États membres. Je voudrais également ajouter quelque chose en relation avec le Fonds européen de défense, EDF, qui veut soutenir l'industrie et le domaine de la défense. Je voudrais également vous rappeler une position clairement exprimée dans la réglementation des fonds. Le programme de travail doit correspondre aux politiques de défense et sécurité commune, aux capacités militaires des États membres. Et je ne crois qu'aucun gouvernement responsable accepte d'investir ou veut investir en quelque chose qui rendrait l'industrie et les centres de recherche heureux, sans que cela soit utile aux forces armées. Je ne parle pas de la légalité puisque ce n'est pas ma mission. C'est le Parlement d'un côté et la Commission européenne de l'autre qui doivent analyser ces choses-là. Mais par la seule utilisation efficace des ressources, nous pouvons offrir aux citoyens la sécurité dont ils ont besoin. Nous devons donc nous assurer de respecter la priorité pour les technologies et pour les capacités en dehors du rôle du Parlement européen pour ce qui est de la dépense et l'adoption du budget européen et en dehors du rôle de contrôle du Parlement européen. Les parlements nationaux peuvent jouer un rôle important au sein de cette initiative, comme je viens de le souligner, puisque dans les parlements nationaux, vous pourrez évaluer les gouvernements nationaux en demandant quels sont les résultats de ces instruments-là, CARD, PESCO, ou bien les autres programmes mis en application avec le soutien du Fonds européen de la défense. Pour ce qui est des drones et robots dont on demande de tuer, ou bien les aspects portant sur les nouvelles technologies, je voudrais commencer en énonçant une idée sur les menaces hybrides ou bien les guerres hybrides. À présent, les menaces hybrides représentent une priorité du programme de développement de capacités et de dotation. Il est analysé en quelle mesure ces nouvelles capacités peuvent être employées dans un contexte hybride. Par exemple, la lutte contre les mini-drones, la protection des infrastructures critiques et surtout des ports, de ce qui touche au secteur de l'énergie. Cela, en effet, fait partie du programme de développement des capacités. On peut également évoquer les technologies qui perturbent. Et si vous analysez le programme de développement des capacités, vous y retrouverez des stipulations qui valent bien la peine d'être analysées. Par exemple, pour ce qui est de l'intelligence artificielle qui deviendra un élément central de nos vies. L'application militaire de cette intelligence est également un aspect sur lequel il faudrait se pencher. Il y a beaucoup à faire au sein du Parlement européen pour promouvoir les investissements dans l'intelligence artificielle. Je vous cite quelques chiffres à peine. Il y a 27 États membres au sein de l'Union européenne. Voyons combien ces États ont investi dans la recherche et développement pour le domaine de la défense. Eh bien, ces chiffres sont à
8,8 milliards d'euros à présent, tandis que les États-Unis ont investi dans la seule intelligence artificielle 7,1 milliards de dollars. Il ne s'agit plus d'être le plus intelligent du futur, mais celui qui a le moins de mal à trouver sa route dans le brouillard. Donc, il faut s'assurer d'avoir les fonds pour répondre à tout cela. Et je voudrais faire une autre distinction claire. Comment le Parlement européen d'un côté et les parlements nationaux de l'autre pourraient-ils nous aider? Assurément, il nous faut instituer des règles pour l'emploi de l'intelligence artificielle et de l'automatisation dans le secteur militaire. Il faut respecter le droit militaire et le droit international, mais nous ne devrions pas permettre que notre approche à propos de ces technologies empêche le progrès de la technologie et de la recherche. C'est parce que la technologie et la recherche continuent leurs évolutions. Je ne pense pas seulement aux robots, je ne pense pas aux robots programmés à tuer, mais à la protection des forces armées mobilisées ou à la protection des citoyens dans les zones de conflit, puisque l'intelligence artificielle ne porte pas sur le seul emploi des robots programmés à tuer, mais l'intelligence artificielle comporte plusieurs aspects. La protection de la logistique, de l'infrastructure, par exemple. Tout cela peut être employé dans tout système. Et permettez-moi maintenant de revenir également sur la question qui a été formulée. Quel est le lien entre ces initiatives et le cadre de l'OTAN et les relations bilatérales? Notre coopération avec l'OTAN se fait de manière beaucoup plus soutenue que dans le passé. Et quand je dis nous, je pense aux institutions européennes. Nous avons déroulé 74 actions, processus et activités. À titre d'exemple, l'agence a fait beaucoup d'efforts pour s'assurer que les priorités établies à l'échelle de l'Union européenne ne divergent pas et peuvent même coïncider avec celles de l'OTAN. L'agence s'assure également que les projets qu'elle est en train de développer servent aux États membres de l'Union européenne et aux États membres de l'OTAN. Il y a les autres groupements nationaux multilatéraux et cela n'a jamais été un problème pour nous. Vous savez que l'agence a la flexibilité de travailler avec un groupe d'États. À présent, l'agence a sur sa table quelques 100 projets pour les capacités. Pour chaque projet, il y a 3, 4, 5 pays participants. Et en ce qui concerne le Royaume-Uni, lorsque le Royaume-Uni sera devenu un pays tiers, le même mécanisme administratif serait appliqué. Le même arrangement qui est appliqué pour la Norvège à présent. Rien n'empêchera le Royaume-Uni à coopérer, à continuer à coopérer avec les États membres au sein des autres projets, après être devenu un pays tiers. En ce qui concerne la technologie, le débat sur la technologie, permettez-moi d'aider le fait que le secteur de la défense peut y contribuer. Cela ouvre de nouvelles occasions pour le développement de capacités, mais il s'agit également de forces de l'ordre. Il y a toutes sortes de développements au sein de l'Union européenne et l'un des aspects les plus intéressants est celui qu'on essaie de s'assurer que les diverses branches de la Commission, l'Agence de la défense et les autres agences, entités connaissent la route et sont conscients des activités qui se déroulent à cet égard. Permettez-moi seulement de vous remercier et d'ajouter que sur le côté de la légalité, et je parle là au nom de la Commission, donc
les actions de préparation de recherche ont été fondées sur une base légale, ont respecté les politiques de recherche et nos compétences conférées par les traités pour ce qui est de la recherche industrielle et de la compétitivité. C'était la base qui était la nôtre et nous nous sommes assurés qu'on ne dépasserait pas ces prérogatives. On ne veut pas empêcher le début des travaux de la session suivante et je ne veux pas faire fâcher Madame Gomes à tout prix. Il y a 6 autres personnes qui n'ont pas posé la réponse. On conclurait ici. Alors, on prend les 6 questions. Soyez aussi bref que possible et on reviendrait là-dessus. Monsieur Karoulas de Chypre pour l'instant. Bonjour à tous. Nous suivons de manière très attentive les progrès enregistrés sur ce qui est du PESCO. De la CSP. Nous espérons que la politique de sécurité et de défense commune sera mise en œuvre avec le respect du cadre juridique. Alors, la question se pose, en quelle mesure la CSP va mettre en œuvre des projets, vu les menaces qui existent à la frontière est de l'Union européenne et les évolutions en domaine enregistrées par les pays tiers. Merci beaucoup. Et l'autre intervenant, Monsieur Espagnol. Merci. Je voudrais remercier la délégation roumaine pour son travail d'exception. Je voudrais également remercier les conférenciers, en principal Monsieur Domecq, notre collègue de l'Espagne. Je voudrais poser une question concernant la lutte contre la mafia, contre le terrorisme qui doit être coordonnée au niveau de l'UE. Les affaires de la mafia signifient un montant de 7 milliards d'euros. Je voudrais savoir que fait-on dans cette lutte contre la mafia? Que fait-on dans ce secteur de l'industrie de la défense? La lutte contre le terrorisme est essentielle. Quels sont les progrès et les stratégies qui existent pour combattre ces fléaux? Quelles sont les stratégies pour la protection des frontières? Et je voudrais ajouter que nous ne pouvons obliger les pays de donner une réponse isolée. On doit avoir une réponse commune de l'UE. Ce sera plus compliqué que de combattre ce fléau individuellement, seulement ensemble. Je serai très bref, c'est plutôt un commentaire qu'une question. Je voudrais payer un complément aux conférenciers. C'est peut-être la seule politique à présent au sein de l'UE où nous avons un consensus, un accord. Nous avons besoin de ce consensus dans la politique de défense. Ici, les pays
de l'Ouest et de l'Est peuvent être d'accord, mais ce dont on a besoin, c'est plus que les mécanismes qui sont de développement positif. Ils représentent la base, mais maintenant, nous avons besoin de plus d'action et l'UE doit s'occuper de la sécurité et de la stabilité sur notre continent. Jusqu'à présent, c'est plutôt l'OTAN. Et dans les Balkans, c'est bien évident. L'OTAN s'occupe de notre sécurité sur le continent européen, notre continent européen. Ce dont on a besoin, c'est que nous-mêmes, l'UE, doit se charger de la sécurité et la stabilité de notre continent. Alors, le travail de début a été accompli grâce à vous. Maintenant, nous avons besoin de plus d'action de la part de nos politiques et de nos parlements. Merci. Madame Donatella Tessei. Je vous remercie. Je voudrais dire les mêmes mots de remerciement pour la délégation roumaine pour l'organisation de cette réunion, de cette conférence. Les problèmes qu'on a discutés pendant cette session sont très importants. Mais on n'a pas pu aller trop dans les détails étant donné l'absence de Mme Mogherini. Moi, je suis présidente de la commission de spécialité au sein du Sénat italien. L'UE se trouve à un moment de carrefour et il y a d'autres secteurs où on a déjà mis les bases, mais étant donné que cet aspect de la défense est un aspect très sensible pour les États membres, nous devons être très attentifs. Bien sûr, il y a les efforts des États membres de consolider leur possibilité de se défendre, mais la défense européenne apparaît comme un but qui peut être atteint. Pendant ces derniers mois, le gouvernement, le Parlement de l'Italie, ensemble avec d'autres gouvernements, ont fait des efforts de développer les réglementations autour du Fonds européen pour la défense. Oui, on a besoin de faire une exception vis-à-vis de l'article du traité et les petits et moyens entreprises doivent participer à l'effort de défense. Mais maintenant, puisqu'on a discuté ici du PESCO et de CARD, j'ai une question pour vous. L'UE, est-ce possible que le Fonds européen soit approuvé avant les élections pour le nouveau Parlement européen? Merci. Merci pour la question. Madame Anna Gomez. Nous avons parcouru de grands progrès depuis 2003 et également même partant de la prémisse d'une Europe de la défense, une union pour la défense. En même temps, nous avons été les témoins d'un contrôle de l'UE sur les secteurs stratégiques, l'infrastructure d'importance critique, les
rapport, les réseaux d'énergie pour plusieurs pays européens, y inclut le mien, le Portugal, mais également la Grèce. Et cela a été délégué par des pays étrangers, comme par exemple la Chine. Alors, comment peut-on créer une base industrielle pour la défense européenne? Comment peut-on assurer l'autonomie stratégique de l'Europe quand on délègue cela à la Chine? Je trouve cela bien étrange en Portugal et en Grèce, sous la surveillance de la Troïka, en dépit de ce qu'on parle ici, ce qu'on dit sur la politique commune de sécurité et de défense. Et ce point du réseau 5G, est-ce que nous aurons notre propre système? C'est un élément qui devrait être inclus dans la sécurité et défense commune. Merci. Monsieur Riarskos de la Lettonie, merci. J'ai une question très spécifique. Je salue toutes les initiatives de ces dernières 2 ou 3 années. Nous sommes beaucoup intéressés dans ces projets et dans leur mise en œuvre très pratique. L'EDF, les partenaires de dimension plus petite, comment ces partenaires pourraient faire partie de ce réseau et les instruments de financement public, l'argent des citoyens payé sous la forme de taxes. Comment est cet argent dépensé? Nous devons peut-être avoir des partenariats publics-privés. Question pour vous. Comment peut-on assurer un lien plus étroit avec les pays plus petits, 2 ou 3 pays? Est-ce possible? Est-ce faisable? Y a-t-il de pareils projets? Bien sûr, la Commission européenne va nous donner les lignes directrices sur la mise en œuvre de pareils projets de coopération transfrontalière. Et nous devons nous assurer que les partenaires plus jeunes participent, parce que c'est pas un secret que nous avons aussi 7 acteurs dans l'industrie de défense en Europe. Oui, nous parlons ici d'un montant de 13 milliards d'euros. Et comment peut-on s'assurer que les États de moindre dimension, la Lettonie, quelles sont nos capacités? Avant l'occupation soviétique, la Lettonie construisait des avions. Et je voudrais attirer l'attention de tous les États membres que nous devons tous collaborer, que nous pouvons tous apporter notre contribution. Nous ne devons pas canaliser l'argent seulement vers les grandes entreprises et les grands États. Et maintenant, Joško Klišović de la Croatie. Merci. Petite réflexion sur ce que M. Molenaar a dit. Vous avez dit que c'est important d'atteindre un point d'équilibre entre les intérêts nationaux et l'intérêt européen. Oui, pour une défense efficace, cela est d'importance vitale. La coopération concernant la défense n'a aucune chance si cet équilibre n'existe pas. Ma question est-ce que on se trouve maintenant sur le bon chemin? Est-ce qu'on peut arriver à ce point d'équilibre ou non? Et il y aura un moment à l'avenir où certains États membres essaient d'arriver à ce point d'équilibre et les intérêts divergents de l'industrie, parce que cela affaiblira l'UE.
Et une autre question, comment peut-on influencer les États membres et les leaders de comprendre que personne ne peut assurer sa sécurité isolée et qu'une attitude européenne commune est essentielle. Oui, bien sûr, nous devons avoir des partenariats internationaux avec les États-Unis, par exemple, mais nos intérêts communs nous transformeront dans un acteur plus viable dans les négociations, dans les discussions avec les États-Unis. Merci. Et la dernière intervention, Monsieur Pavel Fischer. Je suis Pavel Fischer, je viens du Sénat de Prague. Et je voudrais faire référence aux 2 points apportés dans la discussion par notre collègue du Portugal. L'influence chinoise en Europe, l'industrie chinoise présente en Europe. C'est un aspect stratégique que nous devons aborder avec grande attention et beaucoup de courage, puisque ce n'est pas seulement question de compétitivité des entreprises européennes, c'est un point très important pour notre sécurité, pour notre défense, et nous devons aborder ce sujet d'un point de vue commun. Nous ne devons jamais oublier les libertés fondamentales que nous devons respecter dans l'approche de ce sujet. Pour les États membres, cela coûte beaucoup d'argent. Et alors, j'ai une question portant sur l'EDF. Pouvez-vous imaginer que, tandis qu'on n'a pas trouvé une solution, pas encore, le Fonds européen de défense pourrait offrir un encouragement sous la forme d'un investissement ou peut-être un appel d'offres pour offrir des solutions pour les États membres dans le respect de l'autonomie de notre stratégie et en même temps en respectant les droits fondamentaux au sein de l'UE, parce que la solution chinoise est soutenue par un parti communiste qui signifie une attitude totalitaire vis-à-vis des droits de l'homme. Le parti ignore ce que les citoyens européens apprécient énormément. Nous avons des questions très intéressantes qui ont été posées et également des commentaires qui ont été introduits dans les débats. Je suggère que vous choisissez les questions qui vous concernent et auxquelles vous pouvez répondre puisque c'est votre zone d'intérêt. Et puis, on va conclure. Oui, il est vrai que toutes les questions sont incitantes à la discussion. Bien sûr, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je pourrais marquer une ligne rouge, un fil rouge. Nous ne devons pas doubler notre sécurité par rapport à la sécurité assurée par l'OTAN. La Roumanie et les États membres qui font des acquisitions dans le domaine de la défense
répondront à leurs demandes opérationnelles, mais ces capacités sont mises à la disposition de l'OTAN et ce sont des capacités de l'OTAN. Tout comme l'UE a des missions et est présente dans le théâtre de guerre selon ses engagements, les pays feront la même chose. Oui, il est vrai, le CSDP répond à plein de menaces et doit identifier les nouvelles menaces, la mafia, la migration illégale, mais cela ne constitue pas l'objet d'une menace militaire, mais plutôt menace pour les forces d'ordre, la police de frontières et pas seulement. En ce qui me concerne, le défi numéro 1 sera la coopération entre 3 ou même plusieurs États pour identifier les besoins opérationnels et les capacités dont on a vraiment besoin. Je ne voudrais pas être le seul à répondre. Je voudrais vous remercier pour vos questions. Nous allons prendre en compte toutes vos remarques et nous allons leur trouver un cadre technique pour les mettre en œuvre. Est-ce possible pour l'EDF d'être approuvé avant les élections? On est arrivé à un accord partiel commun sur ce EDF. Après le trialogue, les conditions pour la première lecture au sein du Parlement européen. En ce qui concerne la réglementation sectorielle, l'attente ou le meilleur scénario serait que une fois nous avons un accord général sur le cadre financier d'ensemble, puis après, le Parlement européen pourra passer très vite, faisant une deuxième lecture, une deuxième discussion de cette nouvelle réglementation et puis nous allons passer à la mise en œuvre de plusieurs projets essentiels pour la défense européenne. Pour ce qui concerne PESCO, la manière de projeter la sécurité et la défense en Europe dans toutes les régions, puisqu'on ne parle pas de régions spécifiques. Rappelez-vous une seule chose, que PESCO est un mariage pour la défense, et non pas pour un certain risque spécifique de défense ou une menace. Deuxièmement, pour répondre à ce que M. Rojas a dit, la lutte contre le terrorisme et la mafia, l'agence ne s'occupe pas de cela en ses missions définies, mais nous nous assurons que beaucoup des investissements qui sont faits du point de vue de la recherche et de la formation avec les agences d'application de la loi coïncident avec nos besoins militaires. Par exemple, les agences de cyberdéfense de la Commission ou bien Frontex, pour beaucoup d'aspects de contrôle aux frontières, il y a investissement dans la recherche, le développement et la formation. Je suis d'accord avec M. Kovac que le moment est venu pour commencer des travaux de terrain à l'échelle politique et les États membres aussi. Ne regardez pas seulement vers l'UE. Les États membres doivent s'impliquer et consacrer cela dans leur système parce que si ces initiatives ne
sont pas présentes, si elles restent à la surface, on ne va rien faire. Et si l'OTAN s'occupe de la sécurité de l'Europe, en effet, il s'en occupe, on continuera à travailler là-dessus, mais je voudrais présenter les défis de ce cadre. L'Union européenne doit y jouer un cadre important, contribuer au contrôle des frontières, du flux migratoire et contre le terrorisme, et voir qui est sur nos rues, dans nos rues des villes d'Europe, et vous verrez les connexions. Pour ce qui est de l'autonomie stratégique et des investissements dans des domaines stratégiques, il y a quelque chose de très important à souligner. Il s'agit de quelque chose d'obligatoire. Il ne s'agit pas d'une vision protectionniste de ce que les investissements peuvent faire. Bien des fois, on apporte cette critique. Dans le domaine de la défense, il est de plus en plus difficile de séparer certaines industries, certains domaines de recherche qui appartiennent au côté civil ou au côté militaire. Mais il nous faut identifier à l'échelle européenne ces aptitudes industrielles et les connaissances que nous devons protéger, promouvoir et garder en Europe. C'est pourquoi il y a le Fonds de défense européen et d'autres instruments financiers et de réglementation de l'Union européenne qui peuvent nous aider là-dessus et qui peuvent aider à maintenir ce caractère purement européen. Il nous faut définir les priorités parce que nous ne pourrons pas couvrir tous les secteurs. Je suis concerné du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries qui ne sont pas considérées comme étant sensibles. Par exemple, la robotique. Si vous examinez les investissements qui ont doublé de 100% ces dernières années, des investissements chinois dans la robotique. Et ces compagnies sont celles qui sont les sous-traitants de nos compagnies de défense. Il faut faire attention et voir comment le Fonds européen de défense peut bénéficier et aider les pays plus petits, là où il n'y a pas une industrie de défense forte. Et je dirais tout d'abord que l'industrie ne va pas changer les règles d'achat, de marché public. Il y a certaines rumeurs, mais qui ne sont pas vraies. N'oublions pas que la défense est un marché. Si nous traitons les aspects de défense comme pour le marché, on ne va pas produire de bons résultats. Et la Commission doit offrir des lignes sur le développement des projets. Et il faut que les utilisateurs finaux le fassent et non pas la Commission. Si nous regardons les entreprises de type start-up qui font preuve d'innovation, je dirais que votre pays et d'autres pays baltes ont de très bonnes occasions de s'intégrer dans ces technologies disruptives. Et puis, pour ce qui est de l'autonomie stratégique, un autre point, il nous faut l'employer pour donner une impulsion. Et cela peut partir dès le début. L'Europe doit se réveiller. Je dois vous mentionner 3 chiffres, d'ailleurs. Maintenant, à l'échelle européenne, nous sommes en train d'investir à la hauteur de 41 milliards d'euros. En 2020, nous investirons dans la défense plus de 100 milliards d'euros. Et en 2024, nous en dépenserons 350 milliards d'euros pour la défense. Et si nous ne sommes pas à même de s'assurer d'avoir une approche stratégique pour ces dépenses, c'est qu'on n'est pas sur la bonne route. Je vous remercie, moi aussi. L'aspect critique pour la promotion de l'industrie européenne de la défense et l'analyse du planning national de dotation.
Il est vital que les entités nationales, les ministères intègrent les priorités européennes dans les politiques nationales de dotation, les décisions portant sur les marchés publics dans le domaine. Je crois que c'est la seule voie qui nous permet d'accroître d'efficacité. Certes, dans certains cas, il nous faut changer de mentalité pour faire en sorte que tout cela arrive, mais je crois que c'est par la seule pression exercée à l'échelle nationale, sur les ministères, sur les gouvernements, pour le changement de procédures et l'intégration des priorités européennes, et pour que ces entités analysent les options de coopération bilatérale, nous pouvons aller de l'avant. Je vous remercie également. Permettez-moi de tirer des conclusions très concises. Je crois que cet atelier aurait eu besoin d'un intervalle, d'un laps de temps double pour débattre de thèmes si intéressants. Tout de même, je trouve que l'atelier a joui d'un vrai intérêt de la part du public. On a également souligné un autre aspect important. Dans ce domaine, la défense européenne doit faire l'objet d'un consensus. Notre collègue croate a d'ailleurs souligné quelque chose de très utile à cet égard. J'espère que nos conclusions amèneront également un soutien parlementaire renforcé à travers l'Europe pour aider à intensifier cette activité et pour concevoir la législation dans le domaine, faire adopter la réglementation sur le Fonds de défense européen. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Peut-être, je crois, il nous faut nous exposer mieux, il nous faut parler plus, échanger des opinions avec les parlements européens d'un côté, les parlements nationaux d'un côté et le Parlement européen de l'autre, et faire plus d'efforts à cet égard. J'apprécie le soutien donné par les hôtes pour l'organisation de cet événement. Et je demande pardon à Madame Anna Gomes pour avoir consommé une partie du temps alloué à l'atelier suivant. Et j'espère avoir pu offrir un cadre important pour les débats. Je vous demande à tous d'applaudir les intervenants. Je vous remercie de votre participation et implication. Dans 15 minutes, nos collègues vont vous conduire vers les salles où se dérouleront les ateliers.